Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Charlotte ou Charlotte Ozor, votre tutrice, enfin une de vos tutrices d'anatomie, puisque cette année on est 7. Donc, si on est 7, c'est parce que l'anatomie elle est divisée globalement en trois grandes parties. Une partie hyper générale, donc vous verrez, vous avez sûrement déjà dû voir de toute façon, avec Zélie, Mathia et Mathieu. Ensuite, il y a une partie qui est plutôt concentrée sur le petit bassin, avec Kevin et Marina. Et ensuite, il y a une partie qui est plutôt centrée sur tout ce qui est tête et cou, donc avec Valentin, mon co-tut, et moi. Du coup, bah, moi, je vais vous faire un peu pour la tutre rentrée, pour commencer à apprivoiser tout ça, un cours introductif sur l'anatomie de la tête et du cou. Donc, je vais lancer mon diapo. Je n'ai jamais fait ça, on va voir. Et j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Parce que, premièrement, je suis gênée. Et deuxièmement, je n'ai jamais fait ça. Du coup, mon diapo. Donc, voilà, introduction à l'anatomie de la tête et du cou. Du coup, ça ne marche pas. Ah, si, ça marche. Et on va mettre le petit pointeur laser. Voilà. Du coup, voilà, je vous disais donc vos deux tuteurs concernant l'anatomie de la tête et du cou, Valentin, Valencéphale et moi, Charlotte Ozor. Voilà. Du coup, là, ce qu'on va voir en gros, c'est l'anatomie de surface, puisqu'en fait, notre tête, notre cou, c'est divisé en petites régions en fonction de ce qu'il y a en dessous. Et c'est assez utile de connaître ça, puisque ça va aider, par exemple, en chirurgie, à parler de telle région, on va opérer telle région parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, etc. Voir les limites de la face, du cou, etc. Ensuite, l'ostéologie du crâne. Donc, on a plein d'os au niveau du crâne qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on va découvrir ces os, comment ils s'articulent les uns avec les autres, etc. Et ensuite, on verra une partie que le prof, normalement, aime bien. C'est-à-dire la vue endocrânienne de la base du crâne. Je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant, vous verrez après ce que c'est. En général, c'est pas trop aimé. Du coup, on va commencer par les projections de la tête et du cou. Donc, une tête normale d'un homme, probablement. Du coup, on a un os ici qui s'appelle la mandibule, qui fait partie de la mâchoire. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que cet os fait un angle. Cet angle, il vaut 110 degrés et il se trouve au niveau de C2. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà trop calé. Pour se localiser au niveau de l'anatomie, on parle en vertèbres. Du coup, C2, c'est C pour cervical, 2 pour deuxième, la deuxième vertèbre cervicale. Donc, on a la première ici, la deuxième ici. Donc, en C2, l'angle de la mandibule. Au début, c'est normal si vous ne comprenez pas trop, parce que l'anatomie, en fait, il y a tout qui est intriqué. Sauf que vu qu'on voit les cours un par un, bah, au début, on ne voit pas du tout clair. Et à force de voir les cours, on comprend les liaisons entre chaque cours et on commence à voir plus clair. Donc en fait, c'est normal qu'au début, quand on fait l'anatomie, on trouve ça grave intéressant et en fait, bah, on comprend rien en même temps. Et après, on finit par comprendre normalement. Du coup, en C4, donc 1, 2, 3, 4, même si c'est très à peu près, on a l'os hyoïde. Donc l'os hyoïde, c'est ce petit os-là qu'on reverra plus en détail après, donc retenez-le. Juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit bien que c'est pas un os du crâne. Donc vous verrez, enfin on va le revoir dans 5 minutes, genre. Du coup là, on a les os du crâne qui sont tous là, et lui, il est décollé des os du crâne, il est ici tout seul. Du coup, on va revoir ça après. Ensuite, on va avoir en T1, donc T1, première vertèbre thoracique. Donc il y a 7 vertèbres cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la première vertèbre thoracique, elle est là. Et en T1, on a la première côte qui est rattachée. On l'appelle K1, K pour côte 1 pour la première. Et donc elle est là. Et donc on voit que cette côte, hop, elle n'est pas toute droite, toute verticale, elle est oblique vers le bas et vers l'avant. Et si on prend l'horizontale comme ça, elle fait un angle de 45 degrés. Donc pareil, pour l'instant, ça paraît un peu genre con d'apprendre ça, mais on verra un petit peu, enfin, c'est un peu important. Ensuite, on a en T2, donc qui est un petit peu caché là, l'incisure jugulaire du manubrium. Alors pareil, ça je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est. Donc on a le sternum, c'est tout ce que c'est le sternum. En fait, en haut du sternum, vous le verrez sûrement plus en détail, il y a une petite partie ici qui s'appelle le manubrium. Et au niveau de ce manubrium, c'est là que viennent s'insérer les clavicules. Et au niveau de cette insertion, il y a une petite fente qu'on voit de face, qu'on voit pas trop là. On appelle ça l'incisure jugulaire. Et donc on va voir après pourquoi on a vu ça. Mais juste ce qui est important de noter, c'est qu'en fait on voit que la première côte, elle est censée être au-dessus des clavicules, mais vu qu'elle est oblique, elle vient un peu se mettre en dessous. Voilà. Alors, donc là, ce qui est sympa, c'est que je pensais que j'allais pouvoir faire une transition, couper ma vidéo et la reprendre sans qu'on s'en aperçoive. Sauf que j'ai renversé de l'eau sur mon t-shirt, donc j'ai un peu honte. Enfin bref. Du coup, maintenant, on va voir les limites de la tête et du cou, plutôt les limites de la face du cou. euh, et voilà, et du crâne. Donc, pareil, ça c'est quelque chose que on connaît plus ou moins, mais qu'ici on va apprendre très très en détail
point par point parce que il faut faire des QCM, tout simplement. Bref, du coup, on va commencer par la limite supérieure de la face. Donc la limite supérieure de la face, elle va passer en tout premier par ce qu'on appelle la glabelle. Donc la glabelle, c'est une petite zone de saillie qui est en bas de l'os frontal ici. Bon, on ne la voit pas forcément là. Quand on voit des images de crâne comme ici, bon là il y a mon trait, on la voit. C'est tout petit, c'est une petite bosse ici, donc on appelle ça la glabelle. Ensuite, ça va suivre en arrière par l'arcade sourcilière. Donc je vais vous faire un dessin, on sait ce que c'est l'arcade sourcilière. Donc ensuite, cette limite, elle descend là et elle suit ce qu'on appelle le processus zygomatique. Ça, c'est pareil, on le reverra en détail quand on verra les os. Mais donc ici, on a l'os temporal, il a plusieurs processus. Un de ces processus, c'est ce qu'on appelle le processus zygomatique. Et s'il s'appelle comme ça, pardon, c'est parce qu'ici, on a l'os zygomatique. Donc c'est ce qui permet de relier les deux. Donc on passe par-dessus le processus zygomatique. Ensuite, on passe aussi au niveau de la limite supérieure de la MAE, enfin du MAE. MAE, c'est quoi? C'est méa auditif externe. Donc là, je mets beaucoup d'abréviations sur mon diapo pour que ce soit moins chargé, plus petit, comme ça dans ma légende. Mais dans la fiche, vous aurez les détails, ce sera plus simple. Donc là, je vous dis méa auditif. Donc méa, c'est un trou en gros, auditif, externe, parce qu'il y en a un interne aussi qu'on reverra. Et la limite supérieure de la face passe au niveau de la partie supérieure du méa auditif externe. Ensuite, deuxième processus de l'os temporal, c'est ce qu'on appelle la mastoïde. Et du coup, la limite supérieure de la face va ensuite continuer sa route en entourant le processus mastoïde. Ensuite, pareil, on reverra, ici c'est l'os occipital, on reverra qu'il y a des lignes qui sont assez visibles. Il y a la ligne nucale, donc L, N, ligne nucale supérieure et la ligne nucale inférieure. Donc là, c'est assez facile à retenir. Limite supérieure de la face, elle passe au niveau de la partie supérieure du MAE et elle passe au niveau de la ligne nucale supérieure. Et ensuite, elle arrive au niveau de ce qu'on appelle la protubérance occipitale externe. Donc pareil, c'est une protubérance, c'est une zone de saillie, un peu comme la glabelle, mais à l'arrière au niveau de l'os occipital. Et si on a une externe, c'est parce qu'on a une interne aussi. Donc ça, c'est pour la limite supérieure de la face. Il y aura un récap juste derrière. Ensuite, on va voir la limite inférieure de la face, puisque la face, en fait, c'est tout ce qui est en avant. C'est là où il y a les organes des sens, les yeux, le nez, la bouche avec la langue, etc. C'est la partie molle du visage, c'est la partie mobile, etc. Et donc, la limite inférieure de la face correspondra à la limite supérieure du cou. Donc là, elle est un petit peu plus simple. Elle part en gros du processus styloïde. Donc le processus styloïde, c'est le troisième et dernier processus qui part de l'os temporal. Donc on a vu le zygomatique, le mastoïde. Et là, on ne le voit pas très très bien, on le reverra mieux sur les images de derrière. Il y a le petit processus styloïde. De toute façon, vous aurez le temps de comprendre ce que c'est. Et donc processus styloïde, départ de la limite inférieure de la face ou supérieure du cou. Et ensuite, ici, pareil, qui n'est pas représenté, en fait, on voit que le tendon qui l'accompagne. Ici, de là jusqu'à là, il y a un muscle qu'on appelle le muscle digastrique. Donc, digastrique dit 2, gastrique ventre. Il a deux ventres, ce muscle. Donc, premier ventre qui est là, c'est le ventre postérieur. Et deuxième ventre qui est là, le ventre antérieur. Et donc, en fait, la limite inférieure de la face, elle part du processus styloïde et ensuite, elle suit ce muscle digastrique que vous aurez le temps de revoir de toute façon, même si on ne le voit pas sur cette image. Et ensuite, la limite inférieure du cou, donc le cou c'est tout ce qui est de là à là. Et donc la limite inférieure du cou sera aussi la limite supérieure du thorax. Donc le thorax c'est tout ça, le tronc on voit pas. Le thorax c'est à peu près tout ça et le tronc c'est à peu près jusque là. Du coup, la limite inférieure du cou sera la limite supérieure du thorax. Et donc là on en revient au fait qu'en fait cette limite elle part en arrière de la vertèbre T1, donc de la première vertèbre thoracique. Ensuite, elle va longer le bord supérieur de la première côte K1. Donc attention, là c'est bien le bord supérieur. Et ensuite, elle va arriver au niveau de l'incisure jugulaire du manubrium qui est en T2 comme on a vu juste derrière. Donc là, petit récap, limite supérieure de la face. Bon là j'ai mis derrière en avant. Donc derrière en avant, elle fait protubérance occipitale externe, ligne nucale supérieure, processus de la mastoïde, partie supérieure du méa auditif externe, processus zygomatique, on voit pas grand chose quand je montre, arcade sourcilière et glabelle, limite supérieure de la face. Ensuite, la limite inférieure de la face, qui est la limite supérieure du cou, elle part du processus styloïde et elle suit le muscle digastrique, le ventre postérieur, le ventre antérieur. Et ensuite, la limite inférieure, donc là on a la limite supérieure du cou, le cou, limite inférieure du cou qui est la limite supérieure du thorax, première vertèbre thoracique,
face supérieure de la première côte K1, qui on rappelle fait comme ça, elle est oblique vers le bas et vers l'avant, jusqu'à l'incisure jugulaire. En fait, l'incisure jugulaire, c'est ce qu'on a là. Genre, vous le connaissez sans, c'est le trou là, la fente qu'on a là. Vous connaissez sans savoir comment ça s'appelle, je pense. Voilà. Donc là, petit QCM, vu qu'on est en vidéo, je laisse juste, enfin, je vais le lire, je vous laisse le temps de réfléchir, de répondre dans votre tête, et juste derrière, il y a la réponse. Du coup, à propos des limites de la tête et du cou, donnez là où les réponses vraies. Alors, est-ce que la limite supérieure de la face se trouve au sommet du crâne, tout simplement? Est-ce que la limite supérieure de la face, enfin, la limite supérieure de la face ne passe pas par l'arcade sourcilière? En revanche, la limite de la face passe par la partie supérieure du méa auditif externe. Mais non, elle passe par sa partie inférieure au méa auditif externe, ou alors tout est faux. Donc je laisse un peu réfléchir, je ne sais pas combien de temps. Je pense que c'est bon, j'espère. Donc la réponse, c'est la réponse C. Alors, première proposition, la limite supérieure de la face se trouve au sommet du crâne. Alors, non, tout simplement. Le sommet du crâne, c'est la limite supérieure du crâne. Donc le crâne, les os du crâne, plus exactement la voûte du crâne ici. Donc pas confondre crâne, face. Donc la limite supérieure de la face, c'est pas comme la limite supérieure du crâne. Ensuite, deuxième proposition, la limite supérieure de la face ne passe pas par l'arcade sourcilière. Si, c'est faux parce qu'elle y passe. On avait dit ça faisait glabelle, arcade sourcilière. Donc c'est faux. Ensuite, réponse C, en revanche, la limite supérieure de la face passe par la partie supérieure du méa auditif externe, ça c'est vrai. Et du coup, par déduction, la D est fausse, parce qu'on a bien vu, limite supérieure de la face passe par la partie supérieure du méa auditif externe et pas par sa partie inférieure. Donc c'est la réponse C. Ensuite, il y a une petite anecdote que le prof fait en général, je ne sais pas s'il la refera exactement cette année, mais sinon c'est bien à savoir. Léonard de Vinci a décrit la règle du pouce, donc le pouce. Il y a l'écartement d'un pouce entre la racine des cheveux et la racine du nez. Donc hop là. Pas très bien avec ma tête. Je peux pas déplacer ma tête. Si. Oh, parfait. On va mettre ça où? On va mettre ça là. Donc entre la racine des cheveux et la racine du nez. Oh. Entre la racine du nez et les narines, et entre les narines et le menton, et aussi entre le coin de l'œil et l'oreille. Bon, on voit pas avec mes cheveux, bon ça marche quand même, je vous promets. Donc les narines et le menton, la racine de l'œil et l'oreille, donc il y a un pouce à chacun, entre les deux. Bref. Ensuite, on va voir les différentes régions. Donc c'est important de connaître ces régions, je vous ai dit, pour pouvoir savoir à chaque fois ce qu'il y a en dessous. Sécher, pour pouvoir savoir à chaque fois ce qu'il y a en dessous, pour parler entre médecins, entre chirurgiens, etc. Du coup, on va commencer par la première région, qui est la région du muscle sternoclédomastoïdien. Donc le muscle sternoclédomastoïdien, c'est le muscle qu'on voit quand... En fait, c'est le muscle, c'est un muscle accessoire de l'inspiration. C'est quand on inspire très fort, ce muscle, on va voir qu'il se contracte, et là, on le voit ici. Donc, sternoclédomastoïdien, c'est pareil. Ce muscle, vous le reverrez, mais je vous explique. Sternoclédomastoïdien, ça nous donne les endroits où s'insère ce muscle. Sterno, au niveau du sternum. Clédo, la clavicule. Mastoïdien, la mastoïde qu'on a vue ici. Et donc en fait là on le voit bien, la partie mastoïdienne, la partie sternale et la partie claviculaire. Et donc cette région, c'est la région numéro 1, ici, sternoclédomastoïdien. Deuxième région qui est là, c'est ce qu'on appelle le grand creux sus-clavier ou espace homotrapézien. Donc c'est derrière le muscle sternoclédomastoïdien, c'est le creux qu'on a ici. Donc c'est le grand creux sus-clavier, donc espace homotrapézien. Donc ici on a le muscle le trapèze, et aussi ici on a le muscle sternoclédomastoïdien. Et donc ça c'est sus-clavier, grand creux. Je ne sais pas si j'ai pas dit sous, mais c'est sus au-dessus de la clavicule, sus-clavier. Ensuite, la partie 3, c'est ce qu'on appelle la région des salières. En fait, c'est ce qui est au fond du grand creux sus-clavier, c'est en sous-clavier. Donc, ce qui sépare les deux, c'est la clavicule ici. Donc, ici, il faut s'imaginer qu'il y a la clavicule, le grand creux sus-clavier, et là, le creux sous-clavier qu'on appelle la région des salières. Donc, il faut faire attention au niveau. Je me suis trompée dans mon diapo.
Parce qu'en fait, c'est au niveau du creux, de la partie sous-clavière. Donc, quand on est en sous-clavier, on sait qu'à partir de là, on peut avoir les poumons. Et donc, en fait, il faut faire attention à, lorsqu'on va faire, en fait, par exemple, une ponction ici, on va mettre une aiguille, etc. Vu qu'il y a les poumons juste en dessous, donc on est bien en sous-clavier, sous les clavicules, vu qu'il y a les poumons juste en dessous, il y a un risque de les perforer. Donc, vous aurez le temps de voir ce que c'est un pneumothorax, mais c'est en gros quand on crève entre guillemets, la plèvre, c'est-à-dire la partie qui entoure les poumons, qui du coup se remplit d'air et compresse les poumons. Enfin bref, donc c'est quand on est en sous-clavier. Et ça m'embête parce que je me suis trompée, donc je vais corriger mon diapo pour le moment, je vais vous le mettre sur le forum. Désolée. Du coup, on passe à la région 4. Donc pneumothorax, c'est censé être ici en fait, au niveau sous-clavier. Donc région 4, c'est la région qui est ici, c'est le petit creux sus-clavier. Donc on avait vu le grand creux sus-clavier ici. Là, on a le petit creux sus-clavier. En fait, il est dans l'écartement des deux insertions du muscle sternoclédomastoïdien. Ce qu'on avait dit, il faisait mastoïde, sternum clavicule. Et du coup, ici, il y a un petit trou entre les deux qu'on voit là, qu'on voit sur nous. Donc c'est le petit creux sus-clavier ici, donc au-dessus de la clavicule. Ensuite, la région orale. Donc la région orale, c'est la région des lèvres. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que derrière, on a la région buccale, et je gêne encore. Désolée. Je ne sais pas où me mettre, hein. On va me mettre là. Du coup, la région orale, c'est la région des lèvres, et la région buccale, c'est la cavité buccale. C'est surtout comme ça qu'on retient, c'est en faisant l'inverse. Buccale, cavité buccale, orale, c'est juste les lèvres. Je vais encore gêner. Ma tête va encore gêner. Donc ensuite, en 7, on a la région massétérienne. Je galère. La région massétérienne, donc c'est la région du muscle masséter. Pareil, vous le reverrez, mais le muscle masséter, c'est un muscle qui fait partie de l'appareil mandudacteur, c'est-à-dire les muscles qui permettent l'action de la mandudation, c'est-à-dire de mâcher. Donc c'est les muscles qui accompagnent la mâchoire. Du coup, le muscle masséter, c'est un muscle qui est dans cette région. Donc région 7, ici, c'est la région massétérienne. Ensuite, région 8. Je fais des bêtises. La région 8, c'est la région parotidienne. Donc, la parotide, c'est une petite glande salivaire qui est située ici, là, entre là et là, à peu près. Genre, elle chevauche l'os mandibulaire qui est là. Donc, elle est surtout derrière l'oreille. Et c'est intéressant à savoir, c'est que cette petite glande parotidienne, vu que c'est une glande salivaire, si on appuie là, là, bon, assez fort quand même, il y a de la salive qui va être projetée dans la bouche. Genre, quand on le fait une fois, on sent pas trop, mais à force de le faire, on sent qu'on a de la salive, qui est des petits jets de salive dans la bouche. Donc ça, c'est la région de la glande parotide, la région parotidienne qui est ici. Et c'est une région qui est reliée à une pathologie qui n'existe plus vraiment, c'est les oreillons. Donc la maladie des oreillons, c'est une maladie qui est transmise par un virus. Aujourd'hui, on se vaccine contre ce virus. Donc c'est le vaccin ROR. Donc normalement, on n'a plus cette maladie, mais à la base, du coup, le virus nous infectait au niveau de la glande parotide, et du coup, elle gonflait, elle s'enflammait, et du coup, on avait une grosse oreille en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la maladie des oreillons. Ensuite, la région du trigone carotidien. Donc pareil, on reverra. C'est juste en dessous de la région parotidienne. Donc région parotidienne, région du trigone carotidien. On parle de trigone parce qu'en fait, on a l'artère carotide qui est là. Et quand elle arrive dans cette région, elle se divise en deux autres artères. Et du coup, il y a trois artères dans la région, là, comme ça. Et du coup, trigone. Pareil, donc ça, vous le reverrez très vite, normalement. Ensuite, la région sous-mandibulaire. On a la mandibule ici, donc la mandibule ici. Et donc la région sous-mandibulaire, sous la mandibule, tout simplement. La région suprayoïdienne. On se rappelle de l'os hyoïde qui est à peu près ici. Bah, c'est un peu représenté par le trait bleu sur ce schéma. Et du coup, la région suprayoïdienne, c'est tout ce qui va être au-dessus, sauf que vu qu'ici, c'est la région sous-mandibulaire, la région suprayoïdienne, c'est plutôt toute la région qui va être là, donc qui est représentée en 11 ici. Et ensuite, la région infrayoïdienne, c'est toute la région qui va être en avant ici, mais sous l'os hyoïde. Donc on en a fini avec les régions de la tête, et du coup, juste ce qu'il faut noter, c'est que ces régions, genre c'est pas parce qu'on vous les montre ici que là c'est exactement la région macédérienne, derrière exactement la région parotidienne. Genre en fait ces régions, elles se mélangent un peu, elles se chevauchent, elles sont pas vraiment découpées au couteau, elles s'interpénètrent. Donc ne vous faites pas avoir. Donc encore une fois, petit QCM. Du coup, à propos des régions de la tête et du cou, donnez là où les réponses vraies. Donc, proposition A, ces régions sont très précises. Il est important de savoir vos détails quand on passe de l'une à l'autre. Voilà.
La région buccale correspond à la région des lèvres. La région du trigone carotidien est au-dessus de la région parotidienne. Il faut s'assurer de ne pas avoir provoqué un pneumothorax après avoir effectué une ponction sus-clavière au niveau de la région infra-hyoïdienne. Et proposition E, les propositions A, B, C et D sont fausses. Je laisse réfléchir 2 minutes. Peut-être pas 2 minutes. Du coup, réponse, si ça veut bien marcher. Donc, la réponse, c'est la réponse E, donc tout est faux, en fait. Donc, première proposition, la proposition A, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, donc c'était un peu très très simple comme question. Ces régions sont très précises, il est important de savoir au détail quand on passe de l'une à l'autre, c'est faux, on a dit elles s'interpénètrent, elles sont pas très nettes, elles sont pas découpées au couteau. Ensuite, deuxième proposition, la région buccale correspond aux lèvres. Du coup, non, je vous ai dit, mes mots, cavité buccale, tout ce qui est en arrière, région buccale. Les lèvres, c'est la région orale. Ensuite, la région du trigone carotidien est au-dessus de la région parotidienne. Alors non, on a vu qu'ici, on avait la région parotidienne et ici, la région du trigone carotidien, donc elle est en dessous. Et enfin, il faut s'assurer de ne pas avoir provoqué de pneumothorax après avoir effectué une ponction sus-clavière au niveau de la région infra-hyoïdienne. Donc là, déjà, il y a 2 pièges, mais je m'en veux un peu pour cet item, étant donné que moi-même, je me suis trompée dans mon diapo. Donc on a dit pneumothorax, le risque, il est quand on fait une ponction sous-clavière, sous les clavicules. Donc ici, ça correspond aux salières. Donc le creux sous-clavier, la région 3 ici. Et du coup, il y a un autre piège, c'est la région infra-hyoïdienne. Ça n'a rien à voir du coup, la région infra-hyoïdienne, puisque c'est ce qui est en avant ici. Donc c'est faux, puisqu'il faut s'assurer de ne pas avoir provoqué de pneumothorax après avoir effectué une ponction sous-clavière, et pas au niveau de la région infra-hyoïdienne. Du coup, la réponse E est vraie. Maintenant, on va passer aux os qui composent notre crâne. Donc ici, ce qui est très important à savoir, c'est quel os s'articule avec quel os. Parce que vous aurez normalement jamais un QCM qui vous dira tel os est le plus en avant ou tel os est le plus en arrière. Enfin, bon. Là, on va vous dire, est-ce que cet os s'articule avec cet os? Donc c'est surtout ça qu'il faut savoir. Du coup, premier os qu'on va voir, c'est l'os frontal. Donc l'os frontal, je vais me dégager encore de là. L'os frontal, je commence à comprendre, à avoir le truc. L'os frontal, c'est l'os qui est le plus en avant ici. Peut-être que vous le savez, donc c'est l'os au niveau du front, logique. Alors, c'est un os qui, donc nous on n'en a qu'un, il est unique, il va d'avant, enfin de droite à gauche comme ça, en une seule partie. Mais à l'origine, embryologiquement parlant, il y avait 2 os et ils sont venus comme ça, ils ont fusionné. Et donc parfois ça laisse une trace qu'on reverra après. Mais nous, en tout cas, cet os, il est en une seule partie. Contrairement à l'os qui est derrière, qui est l'os pariétal, où là, d'ici, on ne le voit pas, mais quand on regarde le crâne d'en haut, on voit qu'en fait, il est fait en 2 parties, que ces 2 parties, droite et gauche, elles viennent se coller comme ça. Donc en fait, il y a 2 os pariétaux. Il y a le pariétal droit et son contralatéral, le pariétal gauche. Donc l'os pariétal qui est ici, donc on voit qu'il s'articule avec l'os frontal. L'os qui est derrière, qui est l'os occipital. Donc c'est l'os qui est le plus en arrière et le plus en bas du coup du crâne, qui s'articule avec l'os pariétal. Et là, on voit, on y reviendra, mais les lignes nucléales, la protubérance occipitale externe qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y a l'os temporal, donc qui s'articule avec, on voit l'os pariétal, l'os occipital. Donc l'os temporal, c'est l'os aux multiples processus, comme on a vu, puisqu'il y a le processus zygomatique ici, il y a le processus styloïde, qu'on rappelle, qui faisait partie de la limite inférieure de la face ou supérieure du cou. Ça partait de là et ça suivait le muscle digastrique ici. Donc processus styloïde. Et ensuite processus de la mastoïde, qui est ici, normalement, un peu flou ce schéma. Donc l'os temporal. Et c'est là qu'on a le méa auditif externe aussi. Donc l'os temporal, en avant, on a le sphénoïde. Donc le sphénoïde, on va le revoir après en détail. Donc pareil, un petit os qui est en fait apparaît à la voûte du crâne. Donc en fait tout ce qu'on voit ici c'est la voûte du crâne, mais il faut savoir qu'il y a encore des os à l'intérieur. Donc là aussi il ne faudra pas se faire avoir en QCM. Quand on vous parlera typiquement des os de la voûte du crâne, ça sera les os qu'on voit à l'extérieur. Alors quand on vous parlera des os du crâne en général,
ou alors des os intracrâniens, des os de la base du crâne. Ça parlera des os qui sont à l'intérieur, qu'on ne voit pas encore pour l'instant. Et le sphénoïde, en fait, c'est un os qu'on voit à l'extérieur, mais qu'on voit surtout à l'intérieur. Ensuite, on a l'os zygomatique. L'os zygomatique, c'est un os qui porte un autre nom, on l'appelle aussi l'os malaire, et c'est l'os de la pommette. Donc cet os de la pommette, j'en reviens en arrière, on voit que en gros, donc il vient faire notre pommette ici et il a trois pieds. Un pied qui lui permet de s'attacher à l'os frontal, un pied qui lui permet de s'attacher à l'os temporal et un pied qui lui permet de s'attacher à l'os qui est devant, c'est l'os maxillaire. Et donc cet os, c'est très fréquent de le casser quand on se prend un coup de poing dans l'œil, qu'on a une fracture ou quoi, là, ça va être au niveau de cet os. C'est l'os qui est là sur le côté. Et en fait, c'est un os qui est très solide, mais ces trois pieds-là sont très fragiles, donc il se cassera au niveau d'un de ces trois pieds. Donc ensuite, on a l'os maxillaire, donc qui est l'os qui est là, tout en avant, sous le nez, au-dessus des dents, qui va faire l'arcade dentaire supérieure. Et ensuite, on a l'os mandibulaire. Donc l'os mandibulaire, on voit, donc c'est l'os qui fait tout ça, c'est là qu'il y avait le masséter. Et donc c'est ces deux os qui, ensemble, vont former la mâchoire. Les os de la mâchoire, c'est le maxillaire et le mandibulaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces os, on les retrouve chez tout le monde, tous les individus de cette planète. Mais ensuite, il arrive qu'il y ait des gens qui aient des petits os, donc qui sont tout petits, et qui sont un peu placés n'importe où, et qui, enfin, ça n'a aucun impact. C'est ce qu'on appelle des os surnuméraires ou des os wormiens. Donc là, on en a représenté un petit ici. Je me décale. On en a représenté un petit ici. Et donc en général, ils se mettent là où il y a les articulations, donc on voit qu'ils restent ici. Ensuite, on va voir les détails de chaque os. Donc on va commencer par, je suis au milieu, on va commencer par l'os occipital. Donc au niveau de l'os occipital, on a ici ce qu'on appelle la protubérance occipitale externe. Donc on a dit il y a une externe, il y a une interne. Donc elle est à l'intérieur, on ne la voit pas par rapport à la voûte du crâne. Et donc on avait vu que c'était la partie postérieure de la limite supérieure de la face. Donc elle faisait tac, 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 tac. Donc ensuite on a les lignes nucales. Donc sur ce schéma-là, on les voit bien. Ligne nucale supérieure, ligne nucale inférieure. Donc limite supérieure de la face, passer au niveau de la ligne nucale supérieure. Ensuite au niveau du temporal, on a dit les multiples processus. Donc processus styloïde ici, la mastoïde ici, et ensuite le méa auditif externe ici. Et le processus zygomatique, pardon, j'ai oublié. Donc ça fait 3 processus plus le méa auditif externe. Et ensuite, il y a la glabelle au niveau de l'os frontal. Donc là, en fait, on a à peu près tous les éléments de la limite supérieure de la face, donc on peut la refaire. On a dit elle part de la glabelle. Là, on voit bien la saillie. Arcade sourcilière, processus zygomatique, partie supérieure du méa auditif externe. Ensuite, la mastoïde. Ensuite, la ligne nucale supérieure et la protubérance occipitale externe. Donc ensuite, on revient à certains petits os. Le sphénoïde, donc, c'est l'os qu'on voit ici. Le sphénoïde, en fait, donc nous, on voit que cette partie à l'extérieur du crâne, c'est un tout petit os. Enfin, tout petit, c'est relatif. C'est un petit os qui a la forme d'un oiseau. Voilà. Enfin, le prof aime bien dire qu'il a la forme d'un oiseau. Et je trouve ça mignon. Donc, il a la forme d'un oiseau. Et en fait, cet oiseau, donc, a 4 ailes. Donc, de là, il y a les petites ailes. Les petites ailes, c'est les deux qui sont là. Elles sont supérieures, donc elles sont au-dessus des autres. Et en fait, elles sont qu'à l'intérieur du crâne. Donc elles sont là, on ne les voit pas à l'extérieur. Et il y a les grandes ailes qui sont là. Et les grandes ailes sont inférieures. Et c'est ces grandes ailes qui viennent se mettre comme ça autour et qu'on verra à l'extérieur. Qu'on verra à l'extérieur du crâne. Ça, c'est la grande aile. Ensuite, ici, il y aura la petite aile, etc. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, donc, en plus de ces 4 ailes, l'os sphénoïde a 4 pattes. Ces 4 pattes, 1, 2, 3 et 4, c'est ce qu'on appelle les processus ptérygoïdiens. Et ensuite, c'est un os qui est composé d'orifices, qui est ben voilà, ces orifices sont les orifices du sinus sphénoïdaux. Et on considère que ces orifices forment les yeux de cet oiseau. Et ensuite, on en revient à l'osioïde qu'on n'avait pas vu en détail, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, on avait vu que cet osioïde était en C4 au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Et donc, l'osioïde, c'est ce petit os. Il ne fait pas partie des os du crâne, puisqu'il n'est pas au niveau du crâne. Il est ici. Et donc, l'osioïde, il ressemble un peu à un fer à cheval ouvert en arrière, donc vers l'arrière comme ça. Et il a 4 cornes, les 2 grandes cornes en arrière, les 2 petites cornes en avant. Donc, encore un petit QCM. On va me mettre là.
Donc, à propos des articulations de la voûte du crâne, donnez là où les réponses vraies. Donc, proposition A, l'os sphénoïde s'articule avec l'os temporal et l'os frontal avec sa petite aile. Item B, cet os a 4 pattes, les processus ptérygoïdiens. Item C, au niveau de l'os temporal se forment plusieurs processus. Et donc le processus styloïde, lui, permet de s'articuler avec l'os zygomatique, enfin permet à l'os temporal de s'articuler avec l'os zygomatique. Item B, les deux os formant la mâchoire sont l'os zygomatique et l'os mandibulaire. Et item E, les propositions A, B, C et D sont fausses. Donc on attend un petit peu. Et donc la réponse est la réponse B. Hop. Donc c'est la réponse B. Pourquoi? Donc la proposition A est fausse. Pourquoi? Parce que donc on nous dit que l'os sphénoïde s'articule avec l'os temporal et l'os frontal par l'intermédiaire de sa petite aile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on nous parle de la voûte du crâne. Parce qu'en soi, vous verrez après que c'est pas forcément faux, mais à l'intérieur du crâne. Là, déjà, on va reprendre le schéma du début à propos des articulations de la voûte du crâne. Donc, ce qu'on doit avoir en tête, c'est le schéma de l'extérieur du crâne, la voûte du crâne, les os qui sont ici. Du coup, au niveau de la voûte du crâne, certes, il y a l'os phénoïde qui s'articule avec l'os temporal et l'os frontal, mais cette articulation se fait pas par la petite aile, mais par la grande aile du sphénoïde. Donc, grande aile du sphénoïde qui est la seule qu'on voit à l'extérieur, os temporal, et je crois que c'était os frontal dans ma question. Oui, c'est ça, os frontal. Ensuite, cet os, donc l'os sphénoïde, a 4 pattes, les processus ptérygoïdiens. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on a vu juste avant, les 4 pattes ici. Donc c'est la seule proposition qui est vraie. Ensuite, item C qui est faux, au niveau de l'os temporal se forment plusieurs processus. Donc ça c'est vrai. Processus zygomatique, processus styloïde, processus mastoïde. Et donc là, on nous dit que le processus styloïde lui permet de s'articuler avec l'os zygomatique. C'est faux, c'est le processus zygomatique tout simplement. Le processus styloïde, c'est le petit processus qui est ici. Alors que là, c'est le processus zygomatique. Et ensuite, les deux os formant la mâchoire sont l'os zygomatique et l'os mandibulaire. C'est faux, puisque l'os mandibulaire, il est là. C'est bien celui qui forme la mâchoire. L'os zygomatique, c'est l'os de la pommette. Le deuxième os qui forme la mâchoire, c'est l'os maxillaire qui est ici. Os maxillaire et os mandibulaire qui forment ensemble la mâchoire. Du coup, la seule réponse était la réponse B avec les processus ptérygoïdiens. Donc ensuite, comme tout os, les os du crâne s'articulent entre eux, donc les articulations, vous les reverrez normalement plus en détail, je ne sais pas si vous les avez déjà vues. Donc il y a plusieurs types d'articulations, vous les verrez normalement tous. Et donc les articulations entre les os du crâne sont le type d'articulation dite fibreuse. Parmi les articulations fibreuses, il y a un sous-type qu'on appelle les sutures. Et donc, les os du crâne s'articulent par des articulations qui sont fibreuses à type de suture. Et ces sutures, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont dentelées. Donc, on verra sur les schémas suivants à quoi ça correspond. Je vous remontrerai une suture dentelée, mais il faut retenir que les articulations entre les os du crâne sont des articulations fibreuses de type suture et que ces sutures sont dentelées. Et le fait qu'elles soient dentelées, en fait, ça permet qu'elles adhèrent comme ça les unes aux autres, elles sont bien ancrées. Et ça permet que, contrairement à certains os qui peuvent un peu bouger, etc., ici, les os du crâne sont totalement immobiles les uns par rapport aux autres. C'est les uns par rapport aux autres. Les os sont immobiles les uns par rapport aux autres. J'ai écrit les unes. Bon, du coup, ces sutures, donc en fait, on en voit entre tous les os. Donc là, voilà, c'est un peu représenté le fait qu'elles soient dentelées. On voit un peu les dents. J'aurai un schéma, on verra beaucoup mieux. Donc on voit qu'il y en a vraiment entre tous les os. C'est toutes les articulations. Mais il y a certaines sutures qui sont plus importantes que les autres. Et du coup, elles portent un nom tellement elles sont importantes. Et ce nom, il va être à connaître. Du coup, on va les voir. Donc première suture importante à connaître, c'est la suture lambdoïde. Donc ça, c'est pas très très compliqué. C'est la suture qui a la forme d'un lambda. Donc vous savez, le lambda, le Y à l'envers. Du coup, c'est celle-là qui est derrière, qu'on voit ici aussi. Donc là, on est en vue supérieure du crâne, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Et là, on est en vue latérale, donc on voit encore un petit bout ici. Et là, en vue postérieure. Du coup, la suture lambdoïde, qui a la forme d'un lambda, elle vient séparer l'os occipital ici, 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 de l'os pariétal. Donc là, on voit bien d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, que l'os pariétal, il est en deux parties. Il y a le droit et le gauche, les deux contralatéraux. Donc vient séparer les os pariétaux de l'os occipital. Donc c'est la suture qui fait, hop, un genre de lambda ici.
Ensuite, deuxième suture importante, c'est la suture sagittale. Donc, normalement, si vous avez vu un cours introductif à l'anatomie, vous allez voir les différents plans de coupe, etc. Et donc, on a le plan sagittal qui est le plan qui vient couper le corps en deux, comme ça là. Et donc, en fait, la suture sagittale, elle va être assez simple à retenir dans le sens où ben, elle vient typiquement couper le crâne dans le sens sagittal. Et donc, elle vient pile se mettre entre les deux os pariétaux. Donc, c'est une suture qui sépare deux fois le même os, mais qui est divisée en deux. Donc, os pariétal droit et son contralatéral, l'os pariétal gauche, la suture sagittale dans le plan sagittal. Donc, on voit aussi ici et qui ici serait là. Et enfin, enfin pas enfin, on va avoir la suture coronale. Déjà, coronale, ça fait penser à couronne. Donc la couronne, elle est là. Et du coup, la suture coronale, c'est la suture qui va séparer l'os frontal des deux os pariétaux. Donc l'os frontal, on voit pas là, en vue postérieure, des deux os pariétaux. Et donc ça, c'est la suture coronale. Et ensuite, on va avoir la suture métopique. Donc la suture métopique, je vous avais dit tout à l'heure que l'os frontal, nous, on n'en avait qu'un. Il est en une fois ici, mais que d'origine, quand on est un petit embryon, on a deux os frontaux qui vont progressivement fusionner. Parfois, cette fusion va laisser des marques, parfois, elle ne va pas en laisser. Et quand elle va en laisser, ça va former une suture, et cette suture, on l'appelle la suture métopique. Et donc, la suture métopique, bah, elle sera ici. J'ai oublié de la mettre, de toute façon, elle n'est pas représentée là, mais elle serait ici au milieu de l'os frontal quand elle existe. Et donc, petite précision, ces sutures, elles viennent du fait qu'en fait, donc chaque os à la base est tout seul. Quand l'embryon se forme, ils se rapprochent les uns des autres. Et au départ, ils ne vont pas s'articuler directement de manière solide. Au départ, il va y avoir, vous allez voir, avez vu en cours d'embryo, qu'il y a un espace qui reste entre ces os. Enfin, c'est pas un espace vide, c'est un espace qui est formé par une genre de membrane qui est souple, pas dure comme de l'os. Et petit à petit, quand on va grandir, ces os vont se coller, cette membrane molle va disparaître et les os vont s'articuler. Et du coup, là où il y avait ce qu'on appelle du coup les fontanelles, l'espace mou, bah, il y aura les articulations. Et donc, on a dit que ces articulations fibreuses s'appelaient des sutures et que ces sutures étaient dentelées. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Et donc, ces sutures, quand elles se rejoignent les unes les autres, ça forme des points de liaison, là, là, là. Donc pareil, il y a des points dont on se fiche. Par exemple, euh, de quel point on se fout? Ben, de celui-là. On se fiche de ce point, par exemple. Mais il y a des points qui sont importants et qui portent du coup un nom tellement ils sont importants. Donc premier point, c'est le point ptérion. Donc le point ptérion, il est ici. Donc le point ptérion, c'est le point qui vient relier la suture coronale qui est là, là, qui vient se poser ici sur la grande aile plus phénoïde. Donc pour savoir entre quel et quel os est le point ptérion, j'ai un petit mémo qui n'a pas forcément de sens, mais juste ça me fait retenir trois lettres, ptérion SPF, et donc SPF c'est pour sphénoïde, pariétal, frontal. Et en fait, vous retenez juste ça et le mémo d'après. Donc le mémo d'après, c'est pour le point astérion. Donc le point astérion, il vient se mettre ici. Donc là, on a la suture lambdoïde et puis par là, on a l'os temporal. Et donc en gros, pour le point astérion, ça me fait penser à astre. Donc astre, les astres dans le ciel. Donc on the top, 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 temporal, occipital, pariétal. Donc juste, il faut retenir top et SPF. Sauf qu'on sait que top, c'est pour astérion, donc SPF, c'est pour ptérion. Enfin, moi, c'est mon mémo. Après, si vous en avez un autre, ben, gardez-le, partagez-le, c'est cool, parce que mon mémo ne va peut-être pas aller à tout le monde. Donc ptérion, astérion, SPF, top. Ensuite, le point lambda, là c'est super simple. On a la suture lambdoïde ici, qui fait toute cette partie-là. Donc le point lambda, il est au milieu ici. Et donc le point lambda, c'est le point qui va être entre la suture lambdoïde et la suture sagittale. Donc, hop. Ensuite, le point nasion. Donc, on a l'os nasal ici. Donc, on sait, l'os, là, il y a de la peau, il y a du cartilage au milieu, mais ici, là, il y a un os. C'est cet os qu'on se casse quand on fait une fracture du nez. Et donc, le point nasion, super simple aussi, puisque c'est le point qui va être au niveau de l'os nasal. Donc, il va relier en fait l'os nasal avec l'os frontal. Donc, on a l'os nasal, le point nasion, l'os frontal, et ici, au début, on a la glabelle. On a vu. Donc, la glabelle, elle est là, et le point nasion, il est là.
Et ensuite, le dernier point, c'est le point bregma. Là, j'ai pas de mémo, mais c'est le dernier point qui est important. C'est le point qui va être entre la suture coronale et la suture sagittale. Donc pareil, si vous avez un mémo, dites-le. Mais en tout cas, on a le point bregma qui est là. Donc on récapitule. On a le point ptérion, SPF, sphénoïde pariétal frontal, excusez-moi, SPF, sphénoïde pariétal frontal. Le point astérion, top, astre, on the top. Donc temporal, occipital, pariétal, le point lambda au milieu de la suture lambdoïde, le point nasion en haut de l'os du nez, en bas de l'os frontal, et ensuite le point bregma, le dernier qui reste entre la suture coronale et la suture sagittale, entre les os pariétaux et l'os frontal. Donc, à propos des articulations entre les os du crâne, donnez là où les répondraient. Item A, la suture coronale sépare le pariétal du temporal. Item B, le point de croisement entre la suture sagittale et la suture coronale porte un nom, c'est le point bregma. Item C, il existe une suture, très rare, entre les deux vestiges embryologiques de l'os frontal, ces deux os étant reliés pour former l'os frontal. Et item D, cette suture est rare, peu commune, c'est la suture ptérique. Et donc item E, les propositions A, B, C et D sont fausses. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Du coup, voilà. Réponse, c'est les réponses B et C qui sont justes. Alors, pourquoi? Item A, la suture coronale sépare le pariétal du temporal. Donc la suture coronale, c'est la suture qui est ici, qui est là. Et donc la suture coronale, elle sépare l'os frontal du pariétal et non l'os pariétal du temporal qui est sur le côté. Donc la couronne qui est en avant. Ensuite, le point de croisement entre la suture sagittale et la suture coronale porte un nom, c'est le point bregma, ça c'est vrai, on l'a vu juste ici. On a la suture sagittale, la suture coronale, excusez-moi, et la suture, bon, c'est tout, et le point bregma, c'est le seul point pour lequel il n'y a pas de mémo, c'est le point qui est en avant. Réponse C, enfin item C plutôt, qui est juste. Il existe une suture très rare entre les deux vestiges embryologiques de l'os frontal, ces deux os étant reliés pour former l'os frontal. Ça, on l'a vu, on a dit on avait deux os frontaux, ils sont reliés, ils en ont formé qu'un, et parfois il y a une suture qui reste, donc réponse vraie. Et je précise bien qu'elle est très rare, parce que par exemple, vous pourrez vous piéger en vous disant il existe toujours cette suture, enfin, toujours une suture entre les deux, etc. C'est pas vrai, bah, parfois elle est absente, parfois elle n'est pas très visible, donc très rare. Donc ça c'est vrai. Par contre, item D, cette suture est très rare et peu connue. Donc ok. C'est la suture ptérique, c'est faux, c'est un piège. Donc c'est la suture métopique, donc, hop, qui était censée être ici, suture métopique. Et donc il y a un piège en fait avec le point ptérion. J'ai un petit peu mélangé les deux. Donc c'est la suture métopique. Du coup, réponse B et C. Donc, on arrive à la dernière partie de ce cours, et pas des moindres, c'est la vue endocrânienne de la base du crâne. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Vue endocrânienne, on va s'infiltrer à l'intérieur du crâne, et la base du crâne, en fait, c'est ce qu'il y a quand on enlève la voûte. Donc la voûte, tout ce qui est là, hop, on l'enlève, on le met sur le côté, et il reste des os ici à la base du crâne. Et du coup, c'est ça qu'on va étudier là, la base du crâne. Donc, cette base du crâne, donc en fait, ici, on la représente un peu, c'est juste qu'il n'y a plus du tout d'os, enfin, si, il y a un petit peu d'os là. Et il y a le cerveau qui est posé là. Donc là, on a l'avant et là, on a l'arrière, avec le cervelet et tout. Pareil, on a l'avant, l'arrière. Donc en fait, c'est quand on enlève ça. C'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de couper l'image. On enlève, ça c'est surtout pour comprendre, on enlève ce qu'il y a au-dessus. Et nous, la base du crâne, c'est ce qui va être vraiment là, posé là. Du coup, il y a 3 étages, antérieur, postérieur, moyen. Enfin, antérieur, moyen, postérieur. Du coup, on va commencer par l'étage postérieur. L'étage postérieur, c'est l'étage qui est ici, donc grand A là, ou l'étage qui va être ici. Donc cet étage plutôt, c'est celui qui va le plus vraiment descendre là derrière. C'est une fosse en fait. Et donc cette fosse, elle est en arrière de la selle turcique. Donc la selle turcique, c'est ce qu'on voit ici. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que l'étage postérieur va être en arrière de la selle turcique. Et la selle turcique, en fait, c'est un élément qui compose l'os sphénoïde. Euh, donc, pareil, on reverra après, mais en gros, on a vu qu'il y avait les petites ailes, donc grandes ailes, petites ailes, et tout ça, c'est sur un corps. Et en haut de ce corps, il y a ce qu'on appelle la selle turcique. Donc, la selle turcique, c'est ce qui est là. Et l'étage postérieur, il est en arrière, et c'est une fosse, c'est le truc le plus profond. Ensuite, un peu plus en avant, on a l'étage moyen, en B ici, et ici à peu près.
Donc l'étage moyen, il va être composé de deux os. Ces os vont être l'os temporal et le sphénoïde au niveau de sa grande aile. Et donc au milieu, l'os sphénoïde. Donc c'est assez difficile de visualiser, mais en gros, on va avoir à l'extérieur l'os temporal. Ce qu'il faut savoir et que vous reverrez, c'est sûrement marqué dans ma fiche, c'est que l'os temporal il est composé de trois os à la base qui ont fusionné encore une fois. On a l'écaille, c'est l'os qui va vraiment être sur le côté. Le tympanal, c'est là où il va y avoir toute la partie auditive. Et le rocher, c'est la partie qui est plutôt à l'intérieur du crâne. C'est cette partie qu'on a là au niveau de l'étage moyen. Il y a des schémas derrière qui vous permettront de comprendre. Il y a le rocher du temporal, la grande aile du sphénoïde et puis la selle turcique. Donc l'étage postérieur était en arrière de la selle turcique. L'étage moyen est centré par cette selle turcique. Donc, qui est là. Et ensuite, l'étage antérieur ici et ici, c'est tout ce qui est en avant de la petite aile du sphénoïde. On a la grande aile où il y a l'étage moyen, la petite aile en avant, et encore tout ce qui va être en avant de la petite aile du sphénoïde, ça sera l'étage antérieur. Et donc au niveau de l'étage antérieur et de l'étage moyen, on a le cerveau qui est posé dessus. Et au niveau de l'étage postérieur, où il y a la fosse comme ça, c'est le cervelet qui tombe là-dedans. Donc maintenant, on va voir chaque étage en détail. On va voir qu'au niveau de ces étages, il y a des orifices, que dans ces orifices, il y a des éléments qui passent. On va voir quels éléments. On va essayer de ne pas y aller trop vite, en même temps, vous aurez le temps de le revoir. Et on va voir quel os compose quoi, etc. Donc on va commencer par... donc là, vu d'en haut, donc là on est en haut de la base du crâne, on a enlevé la voûte. On a enlevé le cerveau et on a la base du crâne en vue endocrânienne. On regarde en haut, on voit ça. Donc là, on voit l'os frontal, là, on voit l'os sphénoïde avec la grande aile qu'on voit à l'extérieur, là, la petite aile ici, la selle turcique au milieu. Ça, c'est l'os temporal avec l'os qu'on appelle le rocher. Ici, c'est plutôt le tympanal, puisque c'est là qu'il y a les orifices de tout l'appareil auditif. Et ici, on aura plutôt l'écaille du temporal. Et ensuite, tout ça, c'est l'os occipital. Donc maintenant, on va voir chacun des étages séparés. On passe à l'étage antérieur. Typiquement, donc l'étage antérieur, il y a trois os importants à repérer. Du coup, il y a l'os frontal qu'on voit ici. Donc, c'est principalement l'os de l'étage antérieur. Ensuite, en arrière, on voit l'os sphénoïde. En fait, on a dit que l'étage antérieur, c'est tout ce qui était en avant des petites ailes du sphénoïde qui sont là. Du coup, tout ce qui va être devant, hop. Et ensuite, il y a un troisième os que on reverra en détail dans peut-être d'autres cours, qui s'appelle l'ethmoïde. Donc l'ethmoïde, c'est l'os qu'on voit au milieu de l'os frontal ici, et qu'on va voir en détail donc qu'est-ce qu'il contient et qui est compris dans l'étage antérieur de la vue endocrinée de la base du crâne. Donc là, on a dit les petites ailes du sphénoïde, basse petite ailes du sphénoïde, tout ce qui est en avant, c'est l'étage antérieur. Donc notamment, les processus clinoïdes antérieurs font partie de l'étage antérieur. C'est les deux petits processus qui sont ici. Ensuite, on va avoir la lame criblée de l'ethmoïde. Donc on a dit, ça c'est l'os ethmoïdal. Et en fait, il a une petite lame, donc qui est comme ça, là, qui est horizontale, qui est criblée. Criblée par quoi? Par un nerf. Ce nerf, c'est le nerf olfactif, du coup c'est le nerf 1. Il fait des petits filets comme ça qui vont passer à l'intérieur pour remonter en gros du nez jusque dans le crâne ici. Du coup, c'est les petits filets du nerf 1 qui passent dans la lame criblée de l'ethmoïde. Ensuite, il y a le processus Christ-Tagali de l'ethmoïde. Donc, c'est un genre de processus qui monte comme ça, là. Et ensuite, il y aura le trou borgne qui est en avant. Donc, tout ça, c'est partie de l'os frontal. Donc, on a processus clinique intérieur, lame criblée de l'ethmoïde, processus Christ-Tagali, trou borgne. Et on voit ici ce qu'on appelle des impressions digitiformes. Donc on rappelle que là, on a notre base du crâne, il y a le cerveau qui est posé dessus. Le cerveau, on sait qu'il n'est pas tout lisse, il forme un petit peu des genres de circonvolutions, là, des bosses un peu. Et en fait, ces bosses, à force, elles laissent des marques sur les os, et ces marques, c'est des négatifs. Genre, on a le relief du cerveau, ben, en négatif, on l'imprime comme ça sur l'os, et ça, on appelle ça une impression digitiforme. C'est les reliefs des gyrus du cerveau. Sur les os du crâne. Donc les gyrus du cerveau, c'est les genres de circonvolutions du cerveau. Ensuite, on passe à l'étage moyen. Alors, au niveau de l'étage moyen, on a deux os principaux. La grande aile du sphénoïde qui est là et qu'on voit à l'extérieur. Tac, tac. Et l'os temporal, on rappelle qu'on a tympanal, écaille. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le rocher, cette partie-là du temporal. Du coup, c'est les deux os principaux de l'étage moyen. Au niveau de cet étage moyen, par
dont on voit la gouttière optique. Donc la gouttière optique, qu'est-ce que c'est? C'est là qu'en fait on a les nerfs optiques qui partent des deux yeux. Ils viennent derrière, on a deux fibres, une partie des fibres qui vont venir se rejoindre au niveau d'un chiasma. Et donc ce chiasma vient se poser dans cette gouttière qui est sous les processus clinoïdes antérieurs qui, eux, font partie de l'étage antérieur. En dessous, on a la gouttière optique qui, elle, fait partie de l'étage moyen. Et sur cette gouttière, au-dessus, viendra se poser le chiasma optique. Du coup, il faut bien qu'il y ait les nerfs optiques qui sortent quelque part. Les nerfs optiques sortent par ces petits orifices. Ils se rejoignent ici, au niveau du chiasma, dans la gouttière. Du coup, orifice du tractus optique, il y en a un de chaque côté sous les processus clinoïdes antérieurs. Et du coup, dedans, qu'est-ce qui passe? On va avoir dedans le nerf optique, qui est le nerf 2, et l'artère ophtalmique. Donc bien différencié, on y reviendra, artère ophtalmique et nerf optique, le nerf 2, qui passe dans ce petit orifice du tractus optique. Donc ensuite, on a la fissure orbitaire supérieure, F fissure, O orbitaire, S supérieure. La fissure orbitaire supérieure, c'est une fissure, un orifice, qui va être entre la petite aile du sphénoïde et la grande aile du sphénoïde au niveau de l'étage moyen. Et donc, dans cette fissure orbitaire supérieure, il y a aussi des choses qui passent. Ces choses, ça va être les trois nerfs oculomoteurs, donc les trois nerfs moteurs de l'œil, donc le nerf 3, le nerf 4 et le nerf 6. Et il va y avoir aussi le nerf 5 dans sa partie V1, parce que le nerf 5, il se divise en 3, le V1, le V2, le V3. Ici, c'est le V1 qui passe. Euh, Ensuite, on va avoir la gouttière carotidienne. Donc ici, on rappelle qu'on a la selle turcique. Donc selle turcique, petite aile, grande aile. La selle turcique, c'est ce qui est là. Et donc sur les côtés de cette selle turcique, il va y avoir l'artère carotide interne à l'intérieur du crâne qui va passer ici sur le côté. Donc c'est pareil, encore une fois, vous devez avoir l'impression de ne pas trop comprendre. Je vous explique ça. Dans d'autres cours, vous verrez la vascularisation de la tête et du cou, vous verrez l'artère carotide interne, vous verrez son trajet et du coup, vous comprendrez, tout sera lié. Donc c'est à force de bosser l'anatomie qu'on a une vue générale et qu'on comprend. Pour l'instant, il faut juste se dire, ok, ben, sur les côtés de la selle turcique, ça forme une genre de gouttière. Au niveau de cette gouttière, c'est l'artère carotide interne qui passe. Donc on appelle ça la gouttière carotidienne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le dorsum sellae. Ça, il faut le comprendre maintenant, puisqu'en fait, c'est juste une partie de l'os sphénoïde. Sphénoïde, on rappelle, on a dit petite aile, grande aile, selle turcique, et la partie postérieure de la selle turcique, qui est là, puisque là, on a l'avant, l'arrière. La partie postérieure de la selle turcique forme ce qu'on appelle le dorsum sellae. Dorsum, dos, sellae, selle. Donc voilà. Ensuite, la selle turcique, donc je vous ai déjà dit, mais là. Ensuite, ce qu'on appelle le trou rond. Donc là, on va avoir trois trous. Trou rond, trou ovale et trou épineux. Donc le trou rond, c'est celui qui est le plus en avant et le plus rond. Donc le trou rond, il permet le passage du nerf V2, si je ne dis pas de bêtises, donc V pour le 5 et donc de V2. Ensuite, on va avoir le trou ovale, donc qui est un peu plus en arrière, donc qui est au niveau de la grande aile du sphénoïde. Au niveau du trou ovale, on va avoir le V3 qui passe. Donc trou rond V2, trou ovale V3 et trou épineux encore plus en arrière, où passe l'artère méningée moyenne. Donc là, pareil, apprendre bêtement que c'est l'artère méningée moyenne qui passe ici. Donc toujours, pour récapituler, au niveau de l'étage moyen, au niveau de la partie sphénoïdale, donc de la partie grande aile du sphénoïde, on a plusieurs orifices. L'orifice du tractus optique où passe le nerf optique et l'artère ophtalmique. La fissure orbitaire supérieure où passent les trois nerfs oculomoteurs, donc 3, 4, 6 et le V1. Le trou rond où passe le V2, le trou ovale où passe le V3, le trou épineux où passe l'artère méningée moyenne. Donc c'est assez facile de retenir de l'ordre d'avant en arrière, ça fait rond, ovale, donc c'est bien rond, ensuite c'est ovale et ensuite c'est plus épineux. Ensuite, on passe au trou déchiré qui va être entre les deux, c'est-à-dire entre la grande aile du sphénoïde et entre le rocher du temporal. Donc le trou déchiré, il est déchiré par quoi? Il est déchiré par le passage de l'artère carotide interne. C'est-à-dire que l'artère carotide interne sort par le trou déchiré. Il faut se dire, elle est tellement grosse, contrairement à des petits nerfs, qu'elle déchire. Elle déchire le trou. Et ensuite, elle va cheminer dans la gouttière carotidienne qu'on a vu juste avant. Donc trou déchiré. Et ensuite, il y a juste du nerf pétreux. Le nerf pétreux, c'est le nerf
7, c'est le nerf facial. Et donc il y a ces petits orifices ici. Il y a ces petits orifices ici. Donc là, on a fait d'avant en arrière, on a fait grand dalus phénoïde. Là, on est au niveau du rocher. Au niveau du rocher du temporal, il y a les orifices ou les hiatus orifices, du nerf pétreux, du nerf 7, tout simplement. Et ensuite, on passe à l'étage postérieur, donc dernier étage, le plus en arrière, qui on rappelle est la fosse. On a dit l'étage postérieur, c'est tout ce qui est en arrière de la selle turcique. Donc on avait la selle turcique ici, hop, on a en arrière. C'est limité ici, hop, hop, avec le rocher. Et c'est surtout centré vers l'os occipital. Donc au niveau de l'étage postérieur, où on a dit qu'on avait le cervelet, alors qu'au niveau des autres, on a le cerveau, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le méa auditif interne. On avait vu que la limite, donc au niveau de la voûte du crâne, vous voyez le méa auditif externe, que la limite supérieure de la face passait au niveau de la partie supérieure du méa auditif externe. S'il y a un externe, il y a un interne. L'interne, il est là, donc au niveau interne du crâne. Et donc, c'est assez logique qu'il soit au niveau du tympanal, puisque c'est tout ce qui est, on a dit, au niveau auditif. Donc, méa auditif interne, MAI, il est ici, au niveau des lèvres postérieures. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le clivus. Alors, qu'est-ce que c'est que le clivus? Là, on voit que notre os occipital, il fait donc une partie là et il va en avant. Ici, on rappelle, on avait la selle turcique, le dorsum sellae. Et donc, le dorsum sellae, ici, va venir fusionner, ici, s'articuler tout simplement, mais fusionner avec l'os occipital. Et cette fusion forme ce qu'on appelle le clivus. Donc, le clivus, c'est la fusion du dorsum sellae et de l'os occipital. Donc, on a notre clivus ici. Voilà. Ensuite, le foramen magnum. Donc, foramen magnum, vous le reverrez normalement quand vous verrez le système nerveux, etc. Le foramen magnum, c'est le trou ici, là, par lequel va rentrer la moelle épinière qui va venir rejoindre ensuite le cerveau. Ici, on a aussi les artères vertébrales, les veines vertébrales, la moelle avec les méninges, et il y a aussi le nerf 11, une partie du nerf 11. Donc voilà. Ensuite, les trous condylaires antérieurs. Donc, trous condylaires, c'est les trous qui sont autour du foramen magnum. Il y a des antérieurs, ils sont là. Il y a des postérieurs, ils sont là. Dans les trous condylaires antérieurs, c'est le nerf 12 qui va passer. Ensuite, on va avoir les trous condylaires postérieurs. Dans les trous condylaires postérieurs, ce sont les veines condyliennes qui passent. Pareil, il faut juste le retenir comme ça. Trou condylaire antérieur 12, trou condylaire postérieur, veine condylienne. Ensuite, on avait vu à l'extérieur de l'os occipital la protubérance occipitale externe. Et bien là, on a la protubérance occipitale interne qui est ici. C'est une saillie à l'intérieur du crâne. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle, hop, le carrefour des sinus. Et du coup, le carrefour des sinus, c'est un carrefour où se rejoignent plusieurs sinus. Du coup, on va avoir en fait, à partir de ce sinus, qui est ici, ce carrefour des sinus plutôt, les sinus latéraux qui vont partir. Donc là et là, latéraux. Du coup, on va partir d'un seul côté, donc on se met de ce côté-là. Sinus latéral, il est divisé en deux parties. Première partie, c'est ce qu'on appelle le sinus transverse. Donc le sinus transverse, il va passer dans une gouttière. Cette gouttière, elle est là, hop, elle passe sur le côté. Donc on a dit carrefour des sinus. De ce carrefour part le sinus latéral. La première partie du sinus latéral, c'est le sinus transverse qui va passer dans sa gouttière. Et la deuxième partie, c'est le sinus sigmoïde. Donc là, on dit qu'il est sigmoïde puisqu'il fait un peu cette forme-là sigmoïdienne. Donc il passe dans la gouttière du sinus sigmoïde qui est en avant. Donc on a dit carrefour des sinus. De la part, les sinus latéraux de chaque côté. Première partie, sinus transverse dans sa gouttière. Deuxième partie, sinus sigmoïde dans sa gouttière aussi. Et on va avoir les foramen jugulaires. Donc foramen jugulaire, il est ici. Donc en fait, le foramen jugulaire, c'est un seul et gros orifice ici, mais on va le diviser en deux grâce à un petit ligament qui fait qu'on aura une partie antérieure. La partie antérieure, ce sera la partie toute fine et la partie postérieure, la partie qui s'élargit. Et du coup, dans la partie antérieure qui est tout fine, on aura les nerfs 9, 10 et 11 qui vont passer. Donc 11 sont notre partie. Et dans la partie postérieure qui va être grosse, on va avoir la veine jugulaire interne qui va passer. Donc encore une fois, pareil, c'était comme avec le trou déchiré, elle est tellement grosse, l'artère cardiaque interne, qu'elle déchire le trou au niveau de l'étage moyen. Au niveau de l'étage postérieur, on a le foramen jugulaire. Donc
qui est gros, qui est divisé en deux. Petite partie antérieure où il y a des petits nerfs qui passent, grosse partie postérieure où il y a la veine jugulaire qui va passer. Et donc, vu que forcément, là, ce que je vous ai dit, c'est du chinois, c'était pour vous expliquer, pour que vous l'entendiez, il va falloir se baser sur la fiche. Sur la fiche, il y a un tableau récap donc, que j'ai remis ici. Au niveau de l'étage antérieur, globalement, les orifices qu'on trouve, c'est la lame criblée de l'ethmoïde, on a dit, il y a les filets du nerf 1 qui passent, donc le nerf olfactif. Et ensuite, il y a le trou borgne. Il n'y a rien qui passe. L'étage antérieur, c'est le plus simple. Au niveau de l'étage moyen, je gêne. Au niveau de l'étage moyen, on a les orifices du canal optique, où il y a le nerf optique et l'artère ophtalmique, pas marqué là. Ensuite, fissure orbitaire supérieure, où on a les trois nerfs oculomoteurs, donc le 3, le 4 et le 6, et où on a le nerf 5 dans sa partie V1. Ensuite, trou rond, trou ovale, trou épineux. On se rappelle, trou rond V2, trou ovale V3. Donc on a dit, ça c'est la partie maxillaire, ça c'est la partie mandibulaire du nerf 5. Ensuite, trou épineux, donc trou rond, trou ovale, trou épineux, artère méningée moyenne. Ensuite, on va avoir dans le hiatus du canal du nerf 7, qui on rappelle était au niveau de l'étage moyen, au niveau du rocher du temporal, les nerfs pétreux, ou nerf 7 qui passent. Et ensuite, le trou déchiré par l'artère carotide interne. Ensuite, dernier étage, l'étage postérieur. Au niveau de l'os tympanal, on a le méa auditif interne. Et du coup, moi j'avais oublié de te le dire, dans le méa auditif interne, ce sont les nerfs 8. On ne voit pas avec ma tête ici. Il y a le nerf 8 là et le nerf 7. Donc nerf 7, c'est le nerf facial. Le nerf 8, c'est le nerf auditif. Du coup, qui vont passer ici. Ensuite, le foramen magnum, donc le gros orifice où il y a la moelle entourée des méninges, entourée par les artères vertébrales, les veines vertébrales et le nerf 11 dans sa partie médulaire. Autour, trou condylien, donc trou condylien antérieur, le nerf 12, trou condylien postérieur, les veines condyliennes. Et ensuite, on avait dit le gros foramen jugulaire divisé en deux. Donc dans sa partie antérieure et fine, les nerfs, 9, 10 et 11 dans sa partie bulbaire. Et dans sa grosse partie postérieure, on aura la veine jugulaire interne, puisque la veine est grosse. Du coup, voilà, on en a fini avec ce cours introductif à l'anatomie partie tête et cou, donc qui vous a été donné que par moi, parce que c'est plutôt ma partie, mais il y a mon coach Valentin, Valencéphale, qui vous fait des bisous, donc on est là. Du coup, concentrez-vous surtout sur le début du cours, c'est-à-dire tout ce qui va être les projections, les limites, les régions, très important pour pouvoir avoir d'abord une vue d'ensemble. L'ostéologie aussi qui est très important, donc les os, les articulations, le fait que ce soit des sutures, le fait que ces sutures, elles soient dentelées. Ok. Et ensuite, il y a toute la partie base du crâne, vue endocrânienne, qui est assez compliquée pour l'instant. Alors, essayez de l'apprivoiser tout doucement, mais vous la comprendrez mieux quand vous aurez vu tout le reste, quand vous aurez fait un tour d'anatomie en entier. Pour ça, il ne faut pas trop s'attarder sur ça. Si vous n'avez rien compris, c'est normal au début quand on fait de l'anatomie. On est là, putain, c'est génial, on comprend enfin ce qui se passe, ce qui se trouve à l'intérieur de notre corps, et en même temps, c'est totalement du chinois, c'est totalement normal. Je pense que ça fait ça à tout le monde. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, j'espère que je vais pas être trop ennuyeuse, trop soporifique. Je me sens très très youtubeuse beauté. Voilà, et je vous fais des bisous et on va mettre fin à cette vidéo. Bisous. J'y arrive.